Alors, Marie-Agnès, c'est une grande émotion d'être chez vous à Houlgate, proche de vous, face à vous. Et si on parlait un peu de danse? Vous disiez hors caméra que vous aimiez beaucoup les contes. Oui, j'ai toujours aimé les œuvres qui me faisaient un petit battle en mathématiques. Et je vous ai pas répondu encore, mais l'œuvre qui me botte le plus en mathématiques et qui m'a donné du retort, c'est le Sacre du printemps de Nijinsky. Parce que franchement, le deuxième acte, les 2, les 3, les 5, les 6, les 7, il n'y a rien. Puis, on peut se dire, bon là, fais 2, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 2, là tu vas revenir sur le 3 et reprends la phrase d'avant. Rien ne vous aide. C'est-à-dire que faut vraiment savoir par cœur. Mais vous connaissez l'histoire. Elle dit que les danseurs étaient complètement perdus, que c'était le chaos sur scène, paraît-il. Bah, moi, rien que pour le cercle de sages, vous savez, là, en fait, j'avais une anti-sèche, j'avais les comptes, quoi. Parce que ces œuvres-là, on les apprend trop vite, en 2 mois, et que c'est impossible. Ah, le mouvement, on peut l'avoir en 2 mois, mais les comptes... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir les comptes? Avoir les comptes, ça veut dire avoir le sang de la pièce. C'est-à-dire que je pulse en même temps que le sang doit être pulsé, quoi. Alors, vous avez un mouvement de poignet qui est suivi par un mouvement de doigt. Qu'est-ce que ça confère au mouvement que l'organisation des comptes, même indépendamement du sens? Soit c'est la base, soit le pulse est la base d'un mouvement du corps. Donc on peut y revenir parce qu'on sait que c'est une base. Je sais pas. Je veux dire mécaniquement. Que fait le filet des comptes par rapport à l'exécution des gestes? La thématique, c'est on se repose pour avoir une trame de liberté dessus, en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas sur les mathématiques, on ne sera jamais libre en scène. Parce que je vais devoir compter et je vais devoir aussi compter mon espace, compter et en plus compter ma technique, compter sur ma technique. Donc en fait, quand on est libéré de tout ça, il reste que la liberté parce que tout est ancré en fait. Alors vous avez prononcé un gros mot, la technique. Qu'est-ce que vous entendez par là, Marie-Agnès? La technique. La technique, c'est la répétition parfaite d'un mouvement qui permet à l'artiste de se libérer de ça et d'en faire quelque chose d'autre. Nous sommes tous enfermés dans des systèmes. Admettons que vous ayez à reproduire un mouvement d'épaule. Un mouvement inconnu que votre épaule n'a jamais fait, que vous n'avez jamais fait. En imaginant que vous avez X grammes en plus ou en moins du côté droit ou du côté gauche. Comment arrivez-vous à attraper ce mouvement pour pouvoir le reproduire? Comment est-ce que votre cerveau donne l'ordre à votre corps pour que le mouvement soit restitué de façon parfaite? Première chose, ne l'oublions jamais, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que si je vois la personne faire ça, moi je suis comme un enfant, je vais répéter ma mère. Je vais passer par le mimétisme. Après, lui va certainement me donner des données musculaires et intentionnelles que je dois aussi prendre dans mon corps, enfin, les amalgamer quoi, tout en même temps. Donc mimétisme, donc les yeux, je reproduis ma mère. Après il me dit ah non mais ça c'est trop devant, donc tu pars direct par l'arrière ou t'engages la cage thoracique ou en fait ça dépend de ce que le maître veut en quelque part. Mais par rapport Mais la au compte, première chose, c'est le mimétisme. alors le mimétisme par rapport au compte. Comment est-ce que on va attraper, démontrer l'organisation dans le temps, c'est-à-dire la chronologie, la coordination, le bras par rapport au centre du corps venant après ou avant, la coordination, la synchronisation, la chronologie. Comment est-ce que tout ça fonctionne par rapport à
ce que nous appelons dans notre jargon l'organisation des comptes. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ça fait comme si en fait, c'était un mouvement qui était décapé par des comptes. Là, ce que vous m'avez montré, c'est-à-dire que vous avez fait une vague, vous revenez et tout. C'est-à-dire que là, en fait, je devrais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Je dois le décaper avec des comptes. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ne sont pas danseurs, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'un danseur va décrypter direct. Donc, pour vous faire travailler, il faut absolument qu'il y ait un modèle visuel? Non, pas forcément. Il y a des gens qui me donnent juste des sensations. La marionnette, tu vois, je te vois plus faire ça. Qu'est-ce que tu me proposerais? Là, une marche, tu vois, une marche comme ça. Et là, en fait, t'es tout le temps il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui... Après, c'est souvent viscéral, pour expliquer. Alors, en tant que chorégraphe, nous connaissons nos propres méthodes et nous travaillons avec nos équipes dans nos studios relativement enfermés comme les maîtres du monde. Mais cette impression que nos méthodes sont valables pour tous, universelles, cette impression est erronée. Si ce n'est que nous ne savons pas que les autres chorégraphes n'utilisent pas la même méthode que nous. Parce que cette méthode que nous avons inventée, nous la croyons possible pour tous les danseurs dans toutes les situations. C'est chacun son langage en fait. Dès qu'on rentre avec un chorégraphe, on doit apprendre de A à Z à parler de nouveau. C'est-à-dire que moi, je ne rentre jamais avec une empreinte de quiconque sur mon corps. Donc je me mets à nu et c'est au chorégraphe de... Et c'est ça qui est difficile et c'est pour ça peut-être que j'ai été autant choisie par les chorégraphes. C'est que c'est une épreuve, ça c'est sûr. C'est un long chemin, c'est vraiment un long chemin. Mais en même temps, je parlerai une autre langue en sortant. Et ça me fait plaisir. Vous êtes extrêmement réceptive. Ouais. J'avais fait un spectacle à l'opéra il y a fort longtemps puisque c'était l'époque du GRCOP. Et dans l'équipe de danseurs, il y avait un danseur qui correspondait parfaitement à cette plasticité dont vous parlez, cette réceptivité, et c'était Jean-Christophe Paré. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Et Vous pouvez croire, je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. c'est drôle. Et donc... J'étais dans la rue, il m'a arrêté. Il me dit, Marie-Inès. Il me dit, mais t'es... Alors qu'on est d'une génération, c'est pareil. Oui, complètement. Il me dit, mais toi, quand je t'ai vu, mais direct... Toi, t'aurais été GRCOP Opéra de Paris, donc on aurait été dans la merde. Tu t'en foutais. Quelle danse, si ton aspérité était contemporaine ou t'es classique. Non, moi j'aime les deux. J'aime les deux. C'est dur d'avoir fait ce clivage qui est arrivé par la suite. Mais pour moi, maintenant, on est peut-être même en train de créer des danseuses étoiles contemporaines. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que, oui, vous n'avez pas le patrimoine du classique, oui, parce que c'est comme une épreuve de cirque. C'est-à-dire qu'il faut commencer enfant pour avoir ces ouvertures de hanches, ces en dehors, qui ne peuvent se faire que en civis, enfin pas en sévice, mais en sculpture sur quelqu'un qui est modulable encore. Ça se fait qu'enfant. Je ne vais pas vous dire à 40 ans, je vais tourner en dehors. Non, c'est foutu. Alors, on va revenir sur tout ça, juste pour dire par rapport à Jean-Christophe, pour savoir un peu ce que vous en pensez, parce que vous disiez les yeux. Un jour, nous sommes invités tous les deux à échanger dans le cadre d'une conférence au Centre national de la danse. Et là, je pose la question à Jean-Christophe. Jean-Christophe, j'ai véritablement l'impression que tu correspondais, tu étais en parfaite osmose avec ce que j'attendais de toi. Mais vraisemblablement, tu étais en parfaite osmose également avec ce qu'attendaient les autres chorégraphes, puisqu'à l'époque où je faisais ma création, il s'agissait de manège. Tu travaillais bien sûr, comme toujours à l'opéra, on travaille sur plusieurs créations à la fois, déjà
parallèlement avec d'autres chorégraphes. Alors la réponse que m'a donnée Jean-Christophe, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit, lorsque je rencontre un chorégraphe, une chorégraphe, je commence à l'observer. Je regarde comme il ou elle fume sa cigarette, comment il s'assied, comment il me regarde. J'observe le chorégraphe m'observant. Effectivement, j'ai été très émue parce que si nous, chorégraphes, nous dévorons des yeux les danseurs, les interprètes avec qui nous allons travailler, j'ignorais jusqu'à cet échange avec Jean-Christophe qu'il existait des danseurs qui nous observaient pour nous psychanalyser d'une certaine manière, nous découvrir, nous comprendre. Est-ce que ça vous arrive, Marie-Agnès, d'observer les chorégraphes avec lesquels vous allez travailler? Je pense que ça soit juste intelligent et sûr. Moi, je fais la même chose. Ça vous arrive? Ah, c'est pas que ça m'arrive, c'est... Moi, je suis pareil. D'essayer de décoder le comportement d'un chorégraphe avant de commencer. Je lis le langage, ouais. Je lis le langage. C'est ça. Je vois les hanches fermées, ah oui, ça, un pied qui tourne, ouais, ok. Problème d'épaule, problème de... Je lis le corps. Du chorégraphe. Ouais. Et on a tous nos pets, en fait. Donc, du coup, c'est facile à lire, quoi. Alors, on peut parler très longuement des différences entre la danse contemporaine et la danse classique. Mais moi, je voulais quand même revenir sur cette spécificité de la danse classique. Donc, l'en dehors, qu'est-ce que c'est que ce concept qui transforme le corps, qui sculpte différemment les formes et qui aussi renforce de manière très particulière et très spécifique certaines chaînes musculaires. Donc, quel rapport entre la créativité, la pensée, l'action cérébrale, le rapport entre l'esprit et le corps, lorsqu'il s'agit d'une technique fondée sur le développement de cette capacité d'être en dehors. Un attribut qu'on ne pourra avoir que enfant. Et donc, si on ne l'a pas travaillé enfant, parce que ça se rapporte à quelque chose qui n'est non naturel. Donc en fait, je dirais que les danseurs contemporains sont des gens qui dansent naturellement et les danseurs classiques sont des danseurs qui dansent non naturellement. C'est tout. De manière moins naturelle, parce que je ne pense pas que tous les danseurs contemporains dansent de manière naturelle non plus. Peu importe comment ils vont poser leurs pieds, ça n'a pas une grande importance et puis ils vont pouvoir le corriger. C'est pas quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Ils peuvent l'avoir. Le classique, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne l'avez pas commencé avant. Alors, qu'est-ce que ça fait profondément ce travail intense de l'en dehors, nécessaire à la technique classique? Qu'est-ce que ça fait à l'âme, à l'imaginaire, à l'émotion, à la personnalité, au développement de l'artiste-interprète? Moi, j'ai jamais eu de sensation aussi comme dans mes rêves ou par exemple de la rotation et de l'élévation. C'est-à-dire de voler et de tourner, ce qui est une forme aussi d'élévation. Parce qu'au bout d'un moment, on est tellement étourdi je ne sais même pas comment on s'arrête. On s'arrête avec de la technique, mais on pourrait ne pas s'arrêter, on pourrait tomber au sol. Ce sont des sensations qui n'existent pas dans le contemporain, j'ai l'impression. Évidemment, c'est pas du tout le même combat. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Marie-Agnès, qui vous êtes distinguée comme étoile à travers des rôles finalement appartenant davantage au répertoire contemporain, même si vous êtes une technicienne capable de danser les pavés techniques de Raimunda ou d'un certain nombre de chorégraphies redoutables pour les danseurs classiques. Moi, personnellement, je suis une piètre danseuse dans la mesure où tous les jours, je cogne contre l'énigme de l'en dehors, contre cette difficulté. Je n'arrive pas à la dépasser. Et d'ailleurs, cette difficulté, c'est ce qui m'amène à renouveler à peu près tous les 5-6 ans mon regard sur la technique. Et tous les jours, je construis un tout petit peu la différence d'interprétation de cette notion d'en dehors. Et ça fonde l'avancée de mon travail technique.
Moi, j'adore apprendre la technique classique à des amateurs. Il y avait des chorégraphes, pour ne citer Daniel Larieux, il me dit bon, je prends un cours de classique avec toi, mais je fais que la barre, Marie-Agnès, parce que ça va être trop dur. Et en fait, j'apprends la danse classique comme, enfin, voilà, comme un jeu, comme une partie de soi, comme et en fait, c'est juste que la danse classique, elle avait été aussi archivée et arc-boutée par des maîtres qui étaient trop durs. Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'on était un peu plus dégoûtés. Parce que ça donnait des sévices, enfin, j'en pas souvent ce mot-là, mais... Alors que si on apprend le classique pour tous, je vous assure que c'est beaucoup plus drôle. Alors moi, je trouve ça passionnant, même lorsque l'on est dans le cadre d'un style plus académique, à condition qu'on sache se l'approprier. Je fais une barre tous les jours. Bon, là, je suis accrochée à ma cuisine. Je mets l'ordinateur en face et je fais travailler des jeunes que j'adore à l'opéra. Et même par caméra, quand je suis là. Mais non, ta jambe tourne. Non, là, tu plies ton bassin. On débroussaille la position classique qui n'est pas encore belle, juste par vidéo, et ça devient assez drôle en fait d'apprendre. Enfin, c'est un nouveau registre aussi, la danse de confinement, quoi. Alors vous avez fait vos classes à l'école de l'Opéra de Paris. Qui est-ce qui dirigeait l'école à cette période? Claude Bessy. Marie-Agnès, vous avez fait partie de cette génération formée par Claude Bessy. Une légende, cette période Claude Bessy, une légende, la façon de diriger l'école de Claude Bessy. Qu'est-ce que vous auriez à en dire? Je n'aurais pas pu appartenir à une autre vague. Parce que Claude Bessy était quelqu'un qui avait l'esprit très très ouvert, avec une grosse personnalité, donc elle pouvait supporter des grosses personnalités. Et puis c'était aussi quelqu'un d'avant-gardiste. Elle faisait des comédies musicales, elle s'en foutait, elle se barrait à Broadway, elle faisait des trucs et tout. La génération d'étoiles que j'ai eu devant les yeux, c'était pas totalement ça, quoi. C'était bon, c'était la génération ouvrière, quoi. Alors c'était quand même, je pense, extrêmement difficile tous les jours de se mesurer avec soi-même et d'essayer d'atteindre l'excellence, une excellence plus grande le jour suivant que le jour d'avant. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce combat que la petite fille que vous étiez avait à mener avec elle-même? Moi, c'était vraiment, pour moi, c'était que du bonheur, parce que j'étais dans l'école où j'allais danser tous les jours. Donc c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais danser tous les jours. Après, j'ai eu des profs qui m'ont ramené la tête sur terre, quoi. Parce que moi, j'étais quelqu'un de complètement aérien, donc ça ne pouvait pas se passer comme ça, quoi. Aérien? La tête dans les étoiles pour y arriver? Ouais. Sans le vouloir, j'étais comme ça. Alors, le rapport à l'en-dehors, quelque chose de très profond, très intense, très enraciné, loin à l'intérieur du corps, ou finalement pas tant que ça. Quelque chose qui permet de reproduire des formes. Quelque chose de l'ordre de la reproduction des formes. Alors, la première chose que je remarque dans l'en-dehors, c'est la position des morts. Vous savez, la position des morts, ils ont les pieds comme ça. Il y en a qui ont les pieds comme ça. Hein. C'est quand même aussi un pouvoir anatomique. C'est pas non plus un effort musculaire. Un effort musculaire. C'est-à-dire que moi, mon fils, il dort les pieds comme ça. Et quand je vois... Vous lui avez inculqué. Non, mais par exemple, quand je vois des chanteurs dans des grands opéras qui sont morts, et qui ont les pieds comme ça, flex, droit, raide comme des i, je dis non, mais vous êtes sûr que vous mourriez comme ça? Il y a quand même un espèce de relâchement. Alors, bien sûr, je veux bien entendre qu'on n'est absolument pas en dehors et qu'on garde ce parallélisme, mais non, effectivement, vous regarderez dans la rue, il y en a qui marchent en dehors, il y en a qui ne marchent pas en dehors. Enfin, ceux qui marchent en dehors, c'est quand même le potentiel des danseurs en dehors, et pas le contraire. Donc pour vous, l'en dehors, ce n'est pas un très gros effort?
ce n'est pas un combat. Non, c'est un atout quand même physique qu'on a par rapport... Mais regardez les singes aussi, ils marchent plus en dehors que nous. J'ai pas vu. Ouais. Ah ouais. Les singes marchent avec les pieds ouverts, en fait, ils marchent pas du tout dans l'en-dedans. Ils Et n'ont donc- pas du tout de contrôle. Enfin, après, je sais pas, vous allez me dire, ah oui, mais j'ai vu ce singe-là, il est très longtemps. Voilà, regardez quand même une pose de pied, vous allez voir, c'est pas en dedans. Vous avez un rapport, somme toute, assez simple à cette position et à ce travail. Moi, je l'avais d'instinct. Je l'avais d'instinct, et puis l'en dehors, c'est pas juste nécessaire, il faut aussi l'ouverture des bas de jambes et l'ouverture des cuisses. Ça, c'est plus naturel, l'ouverture. Ce qu'on appelle l'en dehors, c'est ce travail musculaire, non? Moi, je pense que c'est beaucoup plus dur d'avoir un en dehors du bas de jambe qu'une ouverture. Mais c'est ça. C'est un peu de ça dont je parle, moi. Bah oui, c'est de mais cette donc, ça spirale devient- du pied. Ça ne vient pas de l'en dehors, ça devient de l'ouverture du genou, c'est-à-dire que c'est cette partie-là. Oui, oui. Mais c'est peut-être, on ne s'est pas tout à fait compris. C'est vrai que l'ouverture des hanches, c'est une chose qui peut être facilitée Non, par l'ouverture l'anatomie. des hanches, c'est l'en dehors. L'ouverture du bas de jambe, ça va vraiment faire le peaufinement de l'en dehors. C'est-à-dire qu'on peut être en dehors avec les bas de jambes fermés. Et là, Complètement. c'est- Et ça c'est ne moche. peut pas faire un bon danseur. Non. Parce que la chaîne, c'est là qu'elle prend racine, Ouais, si je ouais. puis dire. Le chêne de la chaîne du chêne prend racine au niveau du pied. Ouais. Et là, ça demande quand même une vraie concentration, ce travail-là. Moi, je dis, enfin, ouais, mais quand même, le tibia et. Alors, le genou, à ne pas traiter, à ne pas surbooster, mais le bas de jambe est une partie du corps qui est assez malléable, en fait. Assez malléable parce qu'on peut se rendre compte que, suivant les formules dont on est. Comment on est assis, comment on se tient, comment on est debout, on peut déformer son bas de jambe. Les Japonais déforment leur bas de jambe parce qu'ils sont assis en tailleur. Il y a plein d'autres... Plus que Plus la que tête les du hanches, fémur en fait. peut Ouais. bouger dans la... Ouais, plus que les hanches. Donc, tout ce qui représente pour tant de petites filles et tant de danseurs, futurs danseurs, danseurs accomplis, un travail quotidien douloureux, ça n'a pas été un combat pour vous. Non. Je suis prise de court. Je voulais évoquer cette concentration nécessaire pour répondre aux exigences de l'en dehors, et il semblerait que pour vous, les choses se soient faites comme ça. C'est assez déconcertant. On part toujours dans la sensation pour vraiment l'imaginer. Alors je suis réellement prise de court, parce que vous dites que vous reproduisez simplement en regardant, comme par magie. C'est incroyable. Revenons peut-être à cette question de la légèreté que vous avez évoquée. Quel rapport y aurait-il avec l'acquisition de cette qualité, donc de légèreté de la ballerine romantique, somme toute, cette espèce de côté aérien, et le travail de la spirale, et éventuellement la tension musculaire? Bah, mais là, on va passer dans un attrait qui est très personnel. C'est que moi, j'ai toujours eu une spirale en moi, ce qui diffère des autres danseurs classiques. Parce que moi, comme j'ai une double scoliose, j'ai une spirale en moi naturelle. Donc, je ne connais pas de danseur ayant avec autant de scoliose et autant de gibbosité. Après, je connais vraiment ce qu'on appelle les bossus, les danseurs bossus. Mais donc, c'est qu'une simple scoliose. Quand on est deux, en fait, ça fait des spirales. La scoliose, la double scoliose, qui est la vôtre encore aujourd'hui, est-ce qu'elle a été diagnostiquée avant l'entrée à l'opéra? Est-ce que vous avez un souvenir par rapport à ça? En même temps. En même temps. Mm. Est-ce que vous aviez déjà un rapport au corps intense? Oui. Déjà. Ouais. Très physique. Ouais. Souvenir par rapport à cette période? Souvenir de quoi? Je sais pas, de douleur, de prise de conscience, d'accident, de... Non. Je
pense que ce qui m'a le plus humiliée dans ma vie, c'est de faire un corset, en fait. De m'enfermer dans un plâtre et de me scier derrière. Et ça va devenir une enveloppe qui va devoir me contenir pendant le reste de ma vie. Ça, c'est dur. Jusqu'à quel âge vous l'avez porté, le corset? J'en ai de nouveau. J'ai de nouveau les corsets. Est-ce que vous pouvez imaginer une autre façon de traiter, de guérir éventuellement, ou de négocier avec la scoliose? Ouais, je pense, mais je pense que dans cette sphère-là, on est quand même très très à la bourre. Et puis, ce que je comprends, parce qu'il y a des formations physiques, ça ne fait de nous que des tares. Ça ne fait pas... On va pas en mourir. Même si j'ai un poumon qui fait 80% de moins, parce qu'il n'a pas pu grandir, et l'autre qui en fait... Ma capacité pulmonaire est quand même à 120% plus que la normale. À cause de grâce à la danse. Grâce à la danse. Et la cigarette. Et grâce à la cigarette. Et donc on pourra toujours me dire que la danse a été néfaste, ce que je rejette totalement en fait. Et la cigarette, bien sûr. Et voilà. Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut avec son corps. Mais il faut vraiment bien comprendre les cartes qu'on a en main en fait. Marie-Agnès, est-ce que vous réfléchissez beaucoup? Est-ce que c'est grâce à la réflexion quotidienne que vous avez fait progresser votre technique? Forcément, parce que moi je dois expliquer pourquoi je passe cette difficulté technique. Vous avez travaillé, tout le monde s'en souvient, c'est absolument inscrit dans toutes les mémoires. Vous avez travaillé avec Pina Bausch. Ça se passait comment avec Pina? Pina était arrivée depuis de nombreuses années à l'opéra. En fait, on se rencontrait toujours à la cafette. Elle disait, mais j'aimerais bien auditionner cette fille. Mais Brigitte lui disait, Brigitte Lefebvre lui disait, bah non, elle est prise avec Caroline, elle est prise avec Matzek, elle est déjà prise. Donc je vous expliquais ces plannings qui sont pas faites pour qu'on soit prêté. En fait, on ne peut pas sauter d'une œuvre en œuvre. Parce que les œuvres contemporaines, c'est ce qui prenait le plus de temps. En fait, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, par exemple, les œuvres contemporaines, elles prennent 2 mois, vraiment 2 mois et demi avec le chorégraphe. On fait que ça. C'est pas la danseuse classique, tout d'un coup, qui saute dans le... Alors que les danseuses classiques, on peut sauter d'un belle à un lac, on est habitué. Donc moi, quand j'ai décidé de beaucoup m'impliquer dans le contemporain, j'étais beaucoup plus pas accessible en fait, parce que je faisais des grandes sessions où j'oubliais tout. Et donc c'est pour ça que Pina a dû attendre, je crois que c'était 5 ans, avant que je puisse passer une audition, ce que je n'ai pas fait en fait. Non, j'ai pas fait d'audition en fait, je suis passée. Et on était 3 pour Orphée Eurydice, pour Eurydice bien sûr. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais aussi, en fait, avant que Pina nous quitte, on avait commencé les auditions de Café Muller. Et là, c'était très drôle. Parce que là, j'étais avec Malou et Pina. Et il y avait Malou qui voulait que je fasse la fille qui se jette par terre, qui se remire et tout. Et Pina qui voulait que je fasse la fille qui stoppe les murs. J'étais là. Vous décidez, parce que là, juste dans l'heure, je suis morte là. Parce que je faisais les 2 personnages qui sont totalement différents. Et émotionnellement, c'est très dur à jouer. Et physiquement, c'est très dur à jouer. Et j'étais là, bon, il faut vous décider. Et finalement, ça aurait été lequel? Ah, je pense que j'aurais fait Malou. Je pense que j'aurais fait la physique. Mais je pense que Pina aurait... Enfin, non, peut-être pas. Je pense que Pina aurait dit, non, elle fait l'aveugle et tout. Alors Pina était très dure avec vous, Marie-Agnès, et pourtant elle a attendu 5 ans pour vous choisir. Ouais, elle était très dure parce qu'en fait je suis arrivée, donc Malou nous apprenait les phrases chorégraphiques du Paradis, je crois. Les premières phrases qu'on a apprises, c'est le Paradis ou le 4e acte, je sais pas. Et alors j'étais déjà face à des filles qui avaient déjà fait 5 ans de Pina Bausch. Donc elle faisait tous les trucs, la Pina qu'elle adore et tout.
Donc j'y arrivais, je faisais des phrases, j'étais là, je sais, enfin, j'apprenais quoi. Et je voyais que j'avais un décalage par rapport aux autres, mais terrible. J'étais là, mais c'est quoi tous ces lâcher de tête, c'est lâcher de trucs. C'est juste, j'avais pas la technique en fait, j'avais pas du tout les clés. Et en fait, au bout d'une semaine, j'avais récupéré tout ce qui me manquait en fait, parce que c'est un peu des tricks quoi, c'est pour lui plaire. Mais c'est pas vraiment des vrais mouvements la Pina en fait. Du moment qu'on écoute Pina et les informations, on y arrive. Et donc, en l'occurrence, dans ce cas, il n'y avait pas de modèle visuel. Alors non, il y avait Malou qui le faisait en continu, mais Malou est quand même très très différente de Pina. Et quand Pina, je sais pas, à chaque fois c'était non, Marie-Agnès ça va pas, non, Marie-Agnès ça va pas, non, Marie-Agnès ça va pas. Je sais pas, à un moment j'étais là, mais montrez-moi quoi, montrez-moi. Parce que moi on me le montre une fois, j'ai compris. Mais c'est vrai qu'on peut pas demander ça, mais on peut pas demander ça non plus à une grande danseuse classique. Tout à fait. Montre-moi, passe-moi un trip pour que je comprenne l'énergie où tu plies, où tu renvoies ta force. Bah, elle est pas capable. Oui, c'est pour cela qu'il peut être important aussi de réagir à d'autres stimuli que le stimulus visuel. Enfin, c'est la stimulation visuelle, le mimétisme, c'est un raccourci. Stimulus visuel, si vous l'avez, c'est un raccourci. C'est énorme. Et Pina Bausch, elle se levait, elle faisait juste un mouvement de bras. On avait tout compris, quoi. Déjà, sa longue main, sa façon de toucher, c'est pas pareil que, je sais pas, quelqu'un qui va vous le faire, c'est pas du tout pareil, quoi. Alors, Marie-Agnès, on a beaucoup parlé des jambes, évidemment. Est-ce que nous pourrions parler de ce que l'on considère être le buste, c'est-à-dire non pas le squelette, la cage thoracique, la ceinture scapulaire, le bassin, mais à l'intérieur du corps, il y a une sorte de volume. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui se passe au sein, au plus profond du corps? Le buste, pour moi, c'est mon corset. C'est l'endroit qui a été bloqué et qui a été plâtré pendant de nombreuses années. Et de là à là, en fait, c'est l'endroit, c'est la partie du corps la plus importante et la plus puissante, en fait. Donc, moi, j'avais pas la chance de pouvoir bouger souvent. Mais en tout cas, il faut pas oublier que c'est là où aussi on fait les enfants. C'est pas pour rien. On la fait pas dans la cuisse, hein. Je veux bien qu'il y ait des histoires, mais... pour moi, c'est vraiment... toute la force sort de là, en fait. C'est juste, on diffuse aux êtres. Enfin, c'est même pas des êtres, c'est juste... La force, on peut la tirer du travail des jambes et ce travail influe, communique avec le buste, le ventre. Ou alors on peut imaginer que la force vient du ventre, se communique à tout le corps, tous les membres, y compris les jambes. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est très profond. Pour vous? Bah, en fait, c'est comme c'est une sculpture, vous voyez, comme ça à l'intérieur du ventre. Donc, ça commence dans les jambes et ça remonte. Ça commence dans le ventre. Et ça commence dans le ventre. En fait, ça peut commencer soit dans le ventre, soit dans les jambes. Oui, les jambes, on va pas avoir un grand angle, mais si on engage le centre avec... Oui. Donc tout ça, malgré tout, c'est très profond. Ouais, c'est très profond. Vous dansez moins maintenant, Marie-Agnès? Je veux dire sur scène? Non, je danse toute l'année. Là, je danse Magma de Christian Rizzo. Vous pouvez en parler? Le travail, par exemple, avec Christian Rizzo? Ouais. En fait, c'est vraiment à voir. C'est vraiment un prototype à part. C'est la rencontre d'un danseur de flamenco et une danseuse classique. Le feu qui est en nous, c'est drôle. Moi, je suis plus douce. Et lui,
il est feu, mais en même temps il est feu avec quelque chose qui est passé, comme s'il devenait un danseur classique, qui n'avait plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Tout est en lui. C'est pas un flamenco Démonstratif. démonstratif. Oui, j'ai vu quelques extraits de la pièce, mais en dehors de cette pièce, vos travaux récents. Alors après, sinon j'avais une carte blanche à l'année, la scène musicale. Où là, je fais Vous l'avez toujours? Oui, mais là, du coup, elle est avec le confinement, elle est. Vous avez fait de la danse africaine? Oui, un petit peu. C'est surtout comme, en fait, j'aime beaucoup suivre le mouvement, moi, en fait. Donc, en fait, les Africains, ils sont très dans le mimétisme. Donc on peut suivre parce que eux, ils vont pas. Eux, ils le font vraiment. C'est pas du tout. Pense à faire ça. On peut vraiment les suivre physiquement. D'accord. J'ai joué dans le Podane, je faisais la reine. Ah oui, ça vous irait très bien ça. Enfin, Donc ça a là, dû je vous travaille, aller en fait. très bien.